on ne s'intéresse pas aux classes moyennes par calcul comme le fait le RN. Lors de la rentrée politique de Gérald Darmanin, voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne qui a attaqué en fait le Rassemblement national. Que pensait Charlotte de cette déclaration ? Alors déjà, il fallait voir les discours et de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne hier. C'était la fameuse rentrée de Gérald Darmanin. Le RN est devenu, ça fait un petit bout de temps que ça dure, mais là, ça devient quand même maladif. C'est-à-dire que c'est une obsession qui tient lieu d'arguments politiques. Toute la classe politique se positionne systématiquement en fonction du RN. Alors, vous avez dans la jeune génération, vous avez un nombre incalculable d'hommes ou de femmes politiques, pour le coup, qui nous ont expliqué qu'ils sont rentrés en politique. Ce qui les motive, c'est le résultat de 2002. C'est systématique. Vous avez, pour tous ceux qui avaient une vingtaine d'années dans ces années-là, nous disent c'est ça la raison de mon engagement. Alors c'est une raison assez négative d'un engagement qui est compréhensible. C'est-à-dire que quand ce ne sont pas du tout vos idées, que vous avez une crainte de voir arriver ces idées-là au pouvoir, vous vous engagez pour contrer l'ascension d'idées qui ne sont pas les vôtres. Ok, c'est compréhensible. Ça ne fait pas un programme politique quand même. Et il y en a pour qui ça tient lieu d'arguments politiques de bout en bout, quel que soit le sujet. Je ne suis pas le RN, donc ça veut dire que vous pouvez voter tranquillement pour moi. Et là, on ne s'intéresse pas aux classes moyennes par calcul comme le fait le RN, venant d'Elisabeth Borne qui sort d'une séquence, en l'occurrence sur les retraites, où c'était l'accusation permanente, c'était d'oublier précisément les classes moyennes. Elle qui participe au gouvernement d'un président de la République qui a eu la crise des Gilets jaunes et qui a en effet pas réagi par calcul, mais à l'époque quand même beaucoup plus par peur, ce qui n'était pas non plus l'idée... on avait l'impression qu'à l'époque, les Gilets jaunes, souvenez-vous, la grande question c'était mais qui sont ces gens ? Il nous faut du temps pour comprendre. D'ailleurs, les émeutes, il faut aussi du temps pour comprendre. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même une méconnaissance très forte. Alors, c'est peut-être pas par calcul, mais en l'occurrence, c'était peut-être par oubli. Et on ne peut pas à la fois, quand on est Elisabeth Borne, mais quand on est tout le reste de la classe politique, accuser en permanence, ou en tout cas se rassurer en se disant que le vote RN est un vote de contestation. Vous savez, en permanence, on disait les gens ne sont pas contents, donc ils votent RN. Il n'y a pas du tout la pensée d'une adhésion au programme que propose Marine Le Pen. Mais on ne peut pas à la fois dire le vote RN est un vote de contestation et faire du RN le ressort d'un vote de contestation, parce que c'est exactement ce que fait tout le reste de la classe politique. Regardez dans l'entre-deux tours, systématiquement, vous pouvez mettre qui vous voulez en face. Le seul fait que ce soit le RN, il faut voter l'inverse. Ça s'appelle un vote de contestation, de Marine Le Pen en l'occurrence, mais c'est la même chose. Et ça tue absolument le débat politique, parce qu'à la fin, si c'est RN ou pas RN et que ça suffit à clore tous les débats politiques, vous n'en avez plus, tout simplement. Et là, Marine Le Pen était omniprésente. Elle n'a pas besoin de faire de rentrée politique. C'est-à-dire que la rentrée politique de Gérald Darmanin... Alors, Elisabeth Borne nous a dit qu'elle ne voulait pas paver nous-mêmes. Elle disait on ne peut pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes. Ensuite, elle dit je ne me résoudrai jamais à ce que l'extrême droite accède au pouvoir. Gérald Darmanin, lui, disait, alors il défendait le bilan par rapport aux plus modestes et il disait il nous faut éviter qu'elles n'aillent, les classes les plus modestes, par dépit au Rassemblement national. Et il a une autre phrase, je ne veux pas que les classes laborieuses aillent vers un rassemblement haineux. Donc là, vous avez le vocabulaire qu'on retrouve en permanence. Et alors, il y a plusieurs choses. Tenter de convaincre les classes moyennes, populaires ou laborieuses, vous les appelez comme vous voulez, c'est normal. Évidemment que tous les partis politiques ont intérêt à vouloir les convaincre. Vouloir les arracher au camp d'en face quand vous pensez qu'il n'a pas les bonnes solutions ou les bonnes réponses à lui apporter, c'est normal aussi, ça s'appelle le jeu démocratique. Vous êtes là pour convaincre et arracher les personnes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, au camp d'en face. Mais ne pas accepter qu'il puisse y avoir des différences de stratégie, des différences de solutions apportées, des différences de vision politique sur les solutions, parce que on peut tous être d'accord, je crois, dans la classe politique, tous sont d'accord pour dire qu'il faut aider les classes moyennes, il faut aider les classes populaires qui souffrent particulièrement, par exemple, aujourd'hui, de l'inflation. Bien sûr. Je vais boire un peu. Sinon, il y a le sucre. Il y a le sucre. Le sucre à coco. Mais simplement, vous n'avez pas les mêmes solutions à apporter. C'est précisément dans le débat que vous allez exposer vos différences de vue et que les gens ensuite vont choisir. Si vous partez du principe qu'il y a des réponses qui sont par définition mauvaises, alors vous tuez encore une fois, une deuxième fois, le débat démocratique. Prenez votre temps, on est tranquille, c'est la rentrée. On voit, on vous avait manqué. Hein. Donc, tuer le débat démocratique. Pendant que vous respirez, j'ai aussi une question à vous poser subsidiaire, parce que de l'autre côté, on accuse toujours, lorsqu'on veut donner des explications telles qu'on l'a donné, voilà, de banaliser l'extrême droite. Exactement. Et donc, c'est l'un ou l'autre. Voilà, on ne s'en sort jamais, finalement. Exactement. Où est le bon sens ? Ce que pensent les Français, voilà, etc. Je ferme la parenthèse.
Non, mais vous avez parfaitement raison, et j'y pensais d'ailleurs tout à l'heure quand Mathieu parlait. Vous avez le gouvernement devrait quand même entendre à force qu'à chaque fois qu'il prend une décision qui est plus ou moins considérée comme de droite, on lui explique qu'il fait le jeu du RN, qu'il va sur les terres du RN, qu'il court après le RN. Donc on voit bien que c'est pas un argument, que c'est absolument absurde en réalité, mais eux-mêmes l'usent à l'inverse quand ils font leur entrée politique. Alors, la majorité, en l'occurrence, a défendu un bilan à destination de ces classes populaires. Ce n'est pas une préoccupation nouvelle, finalement. Non, alors ils ont défendu les bienfaits du bilan. Alors je cite, Gérald Darmanin nous a dit, il y a le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les quartiers prioritaires, Oui. la défiscalisation des heures supplémentaires, suppression de la taxe d'habitation, le reste à charge zéro, notamment sur les lunettes. Bon voilà, il vous a fait un bilan de mesures qui ont été prises. Mais Gérald Darmanin nous dit, oui, il faut respecter et prendre au sérieux le sentiment qu'ont les employés, les ouvriers, les artisans, les commerçants, les fonctionnaires, qui se sentent parfois découragés devant le mal qu'ils se donnent au travail et la rémunération parfois trop faible qu'ils en tirent. Alors je note que c'est un sentiment encore dans la bouche de Gérald Darmanin, mais passons, parce qu'il dit lui-même, même quand les chiffres le contestent, même si ce sentiment demeure, il faut le prendre au sérieux. Très bien. Mais tout ce qu'il est en train de décrire, ça ne relève pas simplement de mesures telles que celles qu'il a égrenées, qui peuvent être absolument justifiées. Il y a aussi un cadre d'exercice de la vie politique. J'ai pris 2 exemples qui sont pas forcément ceux qu'ont pris Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne. Un, c'est la question de l'importation dans l'élevage. Ça a été un sujet cet été. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a renouvelé un accord commercial avec l'Ukraine au mois de juin, supprimant tous les droits de douane pour l'importation des poulets transformés, en l'occurrence sur tout le territoire européen. Résultat, vous avez en France, par exemple, pour les éleveurs qui participent de la classe laborieuse, me semble-t-il, les éleveurs, ils ont une qualité normative extrêmement sévère qui leur est imposée en France par l'Union européenne et par le zèle national, en plus du zèle européen, plus un coût du travail extrêmement cher. Résultat, dans les supermarchés, le poulet, le fameux poulet ukrainien, mais je pourrais prendre le Brésil, c'est simplement que c'est la dernière décision, il est jusqu'à 4 fois moins cher que celui des éleveurs français. Et on a un rapport sénatorial qui, déjà en 2022, s'inquiétait de cette question, de la question de l'importation par rapport à l'élevage français. Donc là, on a des décisions qui sont prises. On a une décision de l'Union européenne. Est-ce qu'elle peut être contestée, oui ou non ? Si oui, alors on doit prendre au sérieux les alternatives politiques. En l'occurrence, l'Union européenne, on sait que c'est un sujet d'énormes différences de vues entre le Rassemblement national et la Macronie. Et ensuite, il y a la question du zèle national sur les normes. Est-ce qu'il est possible d'être en désaccord, de proposer un autre modèle ? C'est simplement cette question-là. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est la question de la voiture électrique. La voiture électrique, là, ça concerne, là encore une fois, l'emploi en France, mais également l'usage des impôts. Pourquoi ? Vous avez la Chine et Tesla, les 2 monstres qui font des voitures électriques, qui arrosent le marché européen. Or, le prix des voitures électriques, il est inabordable. Mais on vous dit, il n'y aura plus de voitures thermiques en 2035. Donc, il faut subventionner l'achat de voitures électriques. La France prend ça très au sérieux, puisqu'elle a un total de 1,2 milliard d'euros pour subventionner par le bonus écologique et la prime à la conversion. 1,2 milliard d'euros, ça n'est pas rien dans l'argent public. Et qu'est-ce qu'on apprend récemment ? Il n'est pas nécessaire d'acheter français avec les subventions françaises, donc l'argent des impôts. Donc vous voyez que ça concerne à la fois l'emploi et la question de que deviennent nos impôts, que devient l'argent public, à quoi est-il utilisé ? Résultat, l'argent de ces subventions, il a été distribué, capté massivement par Tesla et la Chine, qui n'ont pas vraiment besoin de l'argent public français, me semble-t-il. Et on a un souvenir quand même qui n'est pas si vieux, qui est celui de la filière textile, sur la question des emplois. Dans les années 90, c'était 400 000 emplois en France. Aujourd'hui, la filière textile, sur laquelle s'est jetée la Chine, c'est 60 000 emplois. Là, encore une fois, il y a une question, on peut être en désaccord avec la vision politique, les décisions qui sont prises. Parce qu'il y a une vision idéologique. Faire le choix du consommateur, c'est évidemment ce qu'a choisi l'Union européenne. Mais quand vous faites le choix du consommateur, c'est-à-dire du prix, le poulet ou la voiture électrique, vous abandonnez le salarié ou le petit entrepreneur. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de Français qui sont les deux. On n'est pas simplement des consommateurs. Et à l'inverse, sur le terrain de la consommation, le consommateur, lui, il se retrouve floué, par exemple, le marché européen de l'électricité, dont on a énormément parlé. Donc là, on se dit, il faut que ce soit une réponse européenne. Donc là, pour le coup, la France produit l'électricité infiniment moins chère que partout ailleurs, et on met en place un marché où on se dit, bah oui, mais vous n'allez pas profiter de cette baisse sur la production directement. On pourrait aussi parler de des sanctions qui pèsent sur la Russie.
On comprend tous que l'invasion russe a été condamnée par toute la classe politique. La question des sanctions, elle s'ajoute à ça. On se dit, est-ce qu'il est moral, oui ou non, de se poser la question, de se dire, qu'est-ce qui prévaut ? Sanctionner la Russie au détriment potentiel économiquement des Français, ou se préoccuper d'abord de la question économique des Français et trouver d'autres moyens de condamner la Russie ? Je ne suis pas en train de donner une réponse, je suis en train de dire que ce sont deux visions tellement différentes qu'il vaut mieux bien les expliquer pour que les Français choisissent. Donc c'est pas simplement il y a des gentils, des méchants et on est tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Non, il y a des manières différentes de répondre à la même question. Ça s'appelle le débat politique et en l'occurrence, en effet, le RN, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin n'ont pas les mêmes réponses. Mais il y a peut-être des Français dans ce pays qui préfèrent les réponses de Marine Le Pen. Est-ce qu'il est possible de prendre ça en compte ? Apparemment non. Apparemment non, c'est un peu gênant. Il a été également question de sécurité, forcément. On en parle dans un instant. Gérald Darmanin en a fait une priorité absolue. Oui, Gérald Darmanin, il a fait un peu une campagne sarkozyste. On a vu Nicolas Sarkozy d'ailleurs le soutenir. Il a dit c'est la sécurité d'un côté et la question sociale. Alors évidemment, le bilan sur la sécurité, il est un peu compliqué. On en a beaucoup parlé, la question du Stade de France et très récemment celle des émeutes. Mais là encore, sur la sécurité, il y a deux choses. Je vais laisser Mathieu aborder la question en profondeur. Mais il y a deux manières d'aborder cette question-là. Il y a la question idéologique. La place des victimes, par exemple, dans la question judiciaire, les droits de la défense, où est-ce qu'on met le curseur dans l'état de droit, le statut du policier, par exemple, par rapport à l'usage de la force. Toutes ces questions, on voit, il y a des différences idéologiques. Mais en l'occurrence, sur ce terrain, Gérald Darmanin, il a un discours assez proche de Marine Le Pen sur toutes les questions que je viens d'évoquer. Très différent de Jean-Luc Mélenchon, donc il y a une différence de vue. Mais ensuite, le cadre d'exercice pour répondre à cette question, s'ils sont d'accord. Vous avez la question des normes européennes, la question des traités qui sont signés, des instances supranationales, la question du poids judiciaire, de l'interprétation judiciaire. Là-dessus, ils sont en total désaccord. Donc, ils ne répondent pas de la même manière, même à un constat qu'ils font ensemble. Donc là, encore une fois, la question démocratique, c'est d'expliquer, plutôt que de dire le RN, c'est d'expliquer eux ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, nous, on a quelques neurones, nous les Français, et on va essayer de différencier, de se dire qu'est-ce qui nous semble individuellement la meilleure solution pour répondre à des préoccupations que nous avons en commun.